Donc, c'est parfait parce que j'avais préparé un WooClap et je pense qu'avec le nombre de participants, ça va donner quelque chose de catastrophique, je pense, si on se met à répondre sur WooClap. Donc, je pense que le clavardage va beaucoup faciliter les choses. Donc, si vous me permettez d'abord de donner les reconnaissances territoriales, nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et de reconnaître que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. De plus, nous tenons à reconnaître leurs descendants et les traités qui existent. Présentement, à Edmonton, c'est le traité 6. Et si je ne me trompe pas, en Ontario, il y a le traité 10 et 11. Donc, dans votre région, malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui, et ce, sans oublier qu'ils le sont non cédés. Donc, ce sont des terres non cédées. Alors, prenons un petit moment pour réfléchir à ceci et nous débutons. Bienvenue à la présentation d'aujourd'hui sur la pensée design avec les élèves de la maternelle et du jardin d'enfants. J'ai été sollicitée par le Centre Franco et je les remercie énormément de m'avoir demandé de présenter cet atelier que je trouve vraiment important. Entre autres parce que ce que vous faites au cycle préparatoire est très important. J'ai été enseignante pour plus de 20 ans et j'avais une collègue avec qui je travaillais au Québec moi, je travaillais en sciences, j'étais professeure ressources en sciences et ma collègue aimait que j'aille faire des ateliers avec ses élèves de la maternelle. Je lui disais toujours, écoute, les élèves de la maternelle, ça prend des qualités, des caractéristiques particulières, beaucoup de patience pour travailler avec ces élèves-là, mais ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était de travailler leur imagination et de travailler toute cette perspective-là de l'imaginaire. Ils sont fertile à ce niveau-là et c'est un âge parfait justement pour la pensée design. Ah, on m'a dit que le formulaire ne fonctionne pas. Est-ce que Paul est encore avec nous? Est-ce que Paul, je vais lui écrire un message. Attendez, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui texter un message tout à l'heure quand on va faire des activités. Pendant que vous allez réfléchir à certaines questions que je vais vous poser, puis je vais lui écrire un petit message. Donc, peut-on partager le lien à nouveau? Attendez, je vais essayer de voir si je peux le faire. Je crois qu'il l'a épinglé dans le meeting chat. Est-ce que vous le voyez? Tout en haut, c'est épinglé. Si vous cliquez, je pense sur... Je vais essayer de le retrouver, de le remonter puis de le replacer. Je ne sais pas, il est où? On voit le formulaire, c'est juste que lorsqu'on clique, on nous dit qu'on ne peut pas accepter, ils ne peuvent pas accepter de réponse pour l'instant. Ah, peut-être attendre un peu pour qu'il soit activé parce que je sais que moi, ça a été long avant que ma présentation soit téléchargée. Donc, peut-être attendre un petit peu. Sinon, ce que je ferai, c'est que je demanderai, je pense que j'ai un formulaire, je pense que j'ai un lien pour le formulaire également. Il va de toute façon revenir, Paul, plus tard. Donc, bienvenue encore une fois à la Pensée Design et je remercie le Centre Franco de m'avoir gracieusement invité. Donc, qui suis-je? Mon nom est Natacha Louis. J'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. J'ai terminé l'an passé, pas l'an passé, en 2020, mais j'ai défendu ma thèse en 2021. Et ma thèse porte sur la pensée design, entre autres, comme moyen d'apprentissage. Et non pour trouver des solutions pour innover, mais vraiment un processus aussi d'apprentissage. Donc, j'ai travaillé avec Raymond Leblanc, pardon. Vous le connaissez probablement. J'ai vu certains noms. J'ai enseigné aussi. J'ai été chargée de cours en didactique des sciences et technologies. J'ai vu quelques noms. Je vous ai peut-être enseigné ou je vous ai peut-être vu dans les corridors. J'étais à l'Université d'Ottawa depuis 2014. Donc, j'ai travaillé à l'UQO aussi comme chargée de cours en didactique des sciences et technologies. Depuis le 1er juillet, j'enseigne présentement à l'Université de l'Alberta, au campus Saint-Jean, qui est situé à Edmonton. Donc, mes recherches concernent, entre autres, la pratique enseignante en sciences et technologies.
que ce soit au cycle préparatoire jusqu'au cycle intermédiaire, moyen intermédiaire. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. J'ai enseigné, comme je vous l'ai dit, pendant plusieurs années. Entre autres, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des études supérieures, c'est parce que j'ai enseigné aussi en Suède. J'ai habité en Suède pendant 2 ans. Et c'est cette perspective-là qui m'a fait changer la façon dont je voulais enseigner. Et j'ai suivi je voulais comprendre comment le processus d'apprentissage se faisait exactement quand on laissait les portes ouvertes aux enfants, en leur laissant des choix. Donc, pour commencer, le plan de la présentation, on va essayer de voir qu'est-ce que la pensée design. Je suis certaine, en fait, ma recherche a commencé en 2016, mais depuis ce temps, il y a tellement d'outils et d'informations sur la pensée design. Donc, je suis sûre qu'il y en a qui ont peut-être déjà même essayé qu'est-ce que c'est, essayer le processus. Il y en a qui savent peut-être c'est quoi, il y en a d'autres que non. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, de rassembler tout ça. On va situer le contexte, la raison pour laquelle on en parle de plus en plus de nos jours. Le lien entre la créativité et la pensée design, il y a un lien. Quel est-il? Ces étapes itératives, et ça, c'est important de penser à ça quand on travaille avec une recherche, un processus. Il faut toujours penser que ce n'est pas nécessairement linéaire. Hein? C'est un processus itératif, c'est-à-dire circulaire et itératif. On peut revenir ici et là, on peut faire des va-et-vient, et c'est ça qui renforce vraiment la démarche, en fait. Les stratégies, les outils qu'on peut utiliser, je vous en présente quelques-uns, ce ne sont pas tous les outils. Les perspectives pédagogiques. Alors, quelles sont les perspectives pédagogiques? Comment on s'en sert dans les classes? Pourquoi? La pensée design au cycle préparatoire, c'est-à-dire maternelle, jardin, ainsi que les liens avec le programme cadre. Donc, moi, je me suis amusée à regarder les différences et les similitudes, et j'ai vu quelques similarités et différences. Donc, on va regarder ça ensemble, puis on va essayer d'en discuter. Donc, qu'est-ce que la pensée design? Ici, j'ai mis un lien WordClap, mais je préférais rester sur le chat, si vous me le permettez, parce que vous êtes beaucoup, puisque j'avais préparé, c'est un word cloud, un nuage de mots, et je pense que ça va donner quelque chose de catastrophique. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous, avec les réactions, avec un thumbs up ou dans le clavardage, est-ce qu'il y en a qui connaissent la pensée design, premièrement? Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Dans le clavardage ou avec les réactions, si vous pouvez me dire oui, thumbs up. Il y en a, oui, oui. Ah, c'est génial. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui la connaissent? Non? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas la pensée design? Donc, peut-être faire un pouce vers le bas. Si vous ne connaissez pas, ça va me donner le pouls du groupe un peu. Ah, voilà. Ça peut être même ou pas du tout. Je vais essayer de voir. Il y a des commentaires. Non, 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 non. Ah, bon, super, excellent. Donc, si les gens qui connaissent, les gens qui connaissent les principes et ainsi de suite, ne vous gênez pas de m'interrompre et de me dire si jamais vous avez, des choses que vous avez essayé de l'écrire dans le clavardage. D'accord? Donc, la pensée design, qu'est-ce que c'est? En fait, la pensée design, c'est quoi? Okay? La pensée design n'est pas seulement qu'une démarche de conception technologique. On en parle souvent quand on parle des apprentissages en sciences et technologies, mais c'est beaucoup plus que ça. On peut l'utiliser pour plusieurs défis, en fait. Ce n'est pas nécessairement seulement un processus de création. On s'en servait beaucoup au départ dans les industries de mode. Ils utilisent beaucoup le design, ils utilisent beaucoup cette démarche-là pour justement trouver des façons d'habiller, de vêtir leurs clients. Ce n'est pas nécessairement aussi seulement une démarche d'aménagement, mais plutôt une démarche de résolution de problèmes. Alors, c'est une démarche de résolution de problèmes. Essentiellement, c'est ça, qui permet de trouver des solutions innovantes aux problèmes complexes et indéfinis. C'est la raison pour laquelle on utilise la pensée design, c'est souvent quand on a des problèmes ouverts. On va voir la différence tout à l'heure entre un problème ouvert et un problème fermé. Alors, pourquoi? Ben, c'est en vue d'adresser les divers problèmes contemporains, comme de nos jours, on a vu avec les problèmes environnementaux, mais aussi avec la pandémie. Au début, la pandémie, on se disait, bon, c'est un problème sanitaire, mais c'est beaucoup plus que ça. On a vu des enjeux au niveau de la structure sociale, on a vu au niveau psychologique. Alors, les gens, c'est un problème qui est multidimensionnel. Tous les problèmes sont multidimensionnels. Ils n'ont pas seulement qu'une facette. Alors, c'est la raison pour laquelle on utilise de plus en plus des processus, des démarches qui prennent en compte justement les différentes facettes d'un problème.
C'est pour développer la pensée critique, la créativité, la collaboration, la communication chez les gens, chez les apprenants, l'empathie. Ça en est un grand, ce morceau de la pensée design. L'empathie, l'ouverture sur les possibilités et la prise de l'erreur et du risque. Alors, de plus en plus, on s'aperçoit que les jeunes ont peur de prendre des risques. La pensée design, justement, offre cette possibilité-là dans un environnement sécuritaire parce qu'ils peuvent faire des erreurs. Alors, prendre des risques est très, très, très important, de plus en plus. Donc, comment? Par un processus de recherche de solutions centré sur l'humain. Alors, on voit beaucoup, pendant plusieurs années en ingénierie surtout, on développait des structures, on faisait des conceptions, on inventait des nouvelles choses, mais sans nécessairement sonder le terrain, c'est-à-dire de s'adresser aux gens à qui on innovait, on concevait des structures, des systèmes, et de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'inutilité. On fait beaucoup de choses qui ne servent pas finalement, et ça coûte excessivement cher. Donc, de plus en plus, on se dit, avant de construire, d'innover, de concevoir, allons sonder le terrain, allons demander aux gens concernés et aux parties prenantes, ça aussi, c'est une partie très importante, pour sonder le terrain, puis pour qu'ils participent justement. De plus en plus, les villes, vous avez peut-être vu dans les villes à Ottawa, en Ontario, ils vont sonder le terrain à savoir si les citoyens, quel type de parc imaginez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez comme parc? Ils utilisent la pensée design, en fait. Ils vont sonder les intérêts des usagers. Alors, elle est une démarche de résolution de problèmes. Quand j'utilise RP, c'est vraiment pour résolution de problèmes itérative, réflexive. Il y a beaucoup de processus de réflexion, de va-et-vient, et collaborative. Ça se fait pas seul. Ça se fait avec les autres. L'innovation, c'est pas quelque chose qui se fait seul. Ça se fait à l'aide des autres, à l'aide de l'environnement aussi, et qui place les besoins de l'humain au centre de ses préoccupations. Alors ça, c'est la partie centrale. On s'intéresse à ce que la perception, les préoccupations de l'humain. Alors, c'est pour qui? Ben, pour tous et toutes, les petits et les grands, même les personnes âgées. Justement, il va y avoir une deuxième partie de notre recherche. On va travailler avec les personnes âgées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, les personnes en situation de handicap, pour trouver des solutions à leurs problèmes quotidiens. Donc, c'est très, très, très important d'inclure ces gens-là avec nous quand on fait cette démarche-là. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Est-ce que je parle trop vite? Non? OK, c'est bon. J'ai tendance à parler très vite. Donc, la créativité en pensée design. Je vais vous... dites-moi si vous entendez, si l'audio, vous l'entendez. L'audio ne fonctionne pas. Le design thinking, ou penser design, est l'un des moyens possibles. Donnez-moi 2 petites minutes. Il y a des gens qui n'arrivent pas, il y a des gens qui n'ont pas d'audio, pourtant il y en a qui en ont. Donc, où est la vidéo?
C'est bon, ça marche maintenant. OK. Je pense que c'est de votre côté parce que si ça fonctionne pour la plupart, ça doit être quelque chose. Essayez de voir, d'ajuster dans les settings votre audio et votre image aussi. Alors, pour ceux et celles, comment je puisse voir et entendre la vidéo? Pour ceux et celles qui ont eu de la difficulté, qui n'ont pas entendu, je remets la présentation au Centre Franco à la suite. Je vais le mettre dans le clavardage. Vous pouvez la télécharger et vous pouvez la garder. D'accord? Donc, je suis désolée pour ceux et celles que ça n'a pas fonctionné, mais je pense que pour l'ensemble, j'espère que ça a fonctionné. En fait, je reviens sur ces choses-là de toute façon. Donc, comme on le dit présentement dans la vidéo, il y a 5 étapes à la pensée design, mais vraiment sous-divisées en 3 grandes étapes. On a la première phase, la phase d'exploration. Et on va voir avec le programme, dans la phase d'enquête, qu'il y a cette partie-là dans le programme de cadre de la maternelle jardin. Donc, on a la phase d'exploration qui est très, très, très importante. Il y a la phase d'idéation, OK? Et il y a la phase d'évaluation. Donc, c'est très important, la phase du début, comme Einstein le disait, c'est beaucoup plus important de passer beaucoup plus de temps sur le problème que sur les solutions. Donc, dans la phase d'exploration, on a l'inspiration et on a définir le problème. Cette phase-là, on est dans l'espace problème, on est dans ce qui est, on est dans le maintenant, le passé, on est dans la phase problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est le problème? On va s'inspirer des gens autour de nous. Puis les personnes, souvent, quand ils disent « Oh, la pensée design, c'est les usagers, ça peut être des plantes. Les usagers, ça peut être l'océan. Ça peut être la rivière. L'usager, ça peut être les bestioles, les insectes. Les usagers, ça peut être le concierge. Les usagers sont les choses qui nous entourent. C'est l'environnement. Ce n'est pas obligé d'être une personne humaine. Ça peut être des plantes, des animaux, des insectes. Alors, avec les petits, c'est ce qui est intéressant. Ils voient tout de suite. Pour eux, un usager, ça peut être une abeille. Donc, c'est très, très important de ne pas exclure les choses avec les enfants, surtout quand on travaille, les possibilités sont multiples. Donc, s'inspirer de notre environnement, pas juste à l'intérieur, mais autour des gens qui utilisent cet environnement-là, est très important dans la phase inspiration. Donc, on va aller s'inspirer, on va aller sonder. Puis, quand on travaille avec la pensée design, il y a 2 façons de le faire. Il y a un on appelle le ground zero, c'est-à-dire que pour essayer la pensée design, et ça, c'est des ateliers que j'offre, on fait un ground zero où on vous soumet un problème déjà qui est là. Okay? Ça, c'est juste pour la mettre en branle, un crash course. Okay? Mais il y a aussi, quand on veut l'intégrer de façon à développer des apprentissages chez les jeunes, on va ouvrir le problème. On ne donne pas un problème, c'est à eux de trouver quel est le problème. Souvent, on va se promener dans la classe, dans l'école. On va faire une visite avec nos tablettes, nos caméras. Ils vont aller trouver, sonder un problème qui leur est propre. Il y en a des problèmes dans les écoles. Alors, on pense particulièrement au maternel jardin, l'utilisation des salles de bain. Comment maximiser ou nettoyer, aider le concierge. Bon, bref, on trouve différents problèmes. Donc, ils ont des problèmes, les petits. Surtout que c'est un monde de grands, donc c'est souvent pas adapté pour eux. Donc, ils vont en trouver des problèmes. Donc, il y a la phase d'inspiration.
Ensuite, quand on est parti, une fois qu'on est dans la phase d'inspiration, on a souligné quelques problèmes, on est allé sonder, et je vais vous donner des outils tout à l'heure. Là, je fais juste de façon globale définir les phases. On est dans la phase de définition. On va définir, bon, sur quel problème on veut travailler, puis quel est le problème le plus englobant, le plus pressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vraiment pressant? Quel est l'enjeu, la problématique qui pourrait aider quelqu'un sur lequel on peut agir? OK? Puis ça, c'est très important aussi. Ensuite, une fois qu'on a passé on a défini sur quel problème on veut travailler avec les personnes concernées, parce qu'on travaille toujours avec l'usager, que ce soit l'environnement, que ce soit le concierge, que ce soit la direction, la secrétaire, on travaille avec tout le monde. Et il va toujours y avoir un va-et-vient, aller vérifier, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire quand tu as dit telle chose, et ainsi de suite. Et ça travaille énormément la communication. Il ne faut pas oublier ça parce qu'on communique tout le temps. Ensuite, on a la phase d'idéation. À partir de la phase d'idéation, c'est là qu'on converge un petit peu vers l'espace solution. C'est-à-dire qu'on va essayer de générer le plus d'idées possibles à ces solutions, à ces défis-là. J'appelle ça des défis. En fait, l'importance ici, c'est de ne pas censurer l'idéation. C'est-à-dire toutes les idées sont bonnes. Puis les idées les plus folles, même si, je veux dire, les élèves vont eux-mêmes les éliminer. Ils vont dire, ben non, ça n'a pas d'allure, ça. C'est pas à nous. En fait, la personne qui guide, qui met en branle la pensée des âmes, on l'appelle le facilitateur. La personne qui va faciliter le processus, soit en offrant des outils, en offrant un environnement ou en suscitant le questionnement. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec le programme cadre, c'est d'être là, de laisser la place à l'élève. Ils vont s'organiser eux-mêmes. Et c'est ça qui est magique, en fait. Ensuite, on a la phase de prototypage où c'est bien beau de donner vie aux idées, mais souvent, on va les éliminer quand on va les mettre en branle, on va prototyper. On va donner vie aux idées à l'aide de maquettes souvent, ou ça peut être un récit, une histoire, une affiche. Ça peut être aussi un prototypage, un modèle. Puis je vais vous donner des solutions tout à l'heure très intéressantes que vous pouvez utiliser dans la classe maternelle jardin. Vous avez toutes ces ressources-là. On peut parler de Lego, de blocs. Je veux dire, les possibilités sont grandes. Puis on utilise, en fait, même avec les adultes, on utilise souvent du matériel qu'on utilise en salle de maternelle, comme des Lego, par exemple, la pâte à modeler. C'est des choses comme ça qu'on peut utiliser. Comme ça, on donne vie aux idées, puis on peut... Les élèves eux-mêmes sont capables de dire « Ah non, ça ne fonctionnera pas, ça, c'est trop petit, non, ça... » Bref, ils sont capables de l'évaluer. Et on arrive vraiment à la phase d'évaluation. À la phase d'évaluation, c'est là qu'on communique. On va voir les personnes concernées, les parties prenantes, les usagers, et on leur communique nos idées pour dire ben, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne solution? Oui, non. Puis on va recommencer le cycle, on va redéfinir et ainsi de suite, jusqu'à temps de trouver la solution adéquate, la désirabilité, entre autres, l'acceptabilité des gens autour de nous. Parce qu'une solution est seulement durable si elle est désirée et acceptée. C'est clair. Et cette étape-là est très, très, très importante aussi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Est-ce que ça va? Un petit par réaction. Est-ce que j'ai vu que Claude m'avait dit de réduire le débit. Est-ce que c'est mieux, Claude? Je ne sais pas s'il est encore là. Bon, je vais attendre la réponse. Donc, oui, merci, Claude. Donc, on a, comme je vous ai dit, on parlait, merci pour les réactions. On a, comme je vous ai dit, je vous propose ici certains outils, puis je vous ai donné un lien vers une boîte à outils pour la pensée design que vous pouvez télécharger, qui est disponible en français à la toute fin. Vous allez voir, je vous ai mis plusieurs outils que vous pouvez utiliser et c'est bien expliqué. Vous pouvez l'insérer dans un cartable, je vais vous montrer ça à la fin. Donc, on a les trois phases ici, comme je vous mentionnais tout à l'heure, la phase d'exploration qui nous permet de comprendre un exemple concret en salle de classe. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient un petit peu plus tard. Donc, ici, on a la phase comprendre l'enjeu. Alors, qu'est-ce que comprendre l'enjeu, comprendre le problème? Ensuite, on a la phase d'idéation et on a la phase générer le plus d'idées possible et la phase d'évaluation, évaluer les solutions. Donc, on va évaluer les solutions. Donc, on peut penser, par exemple, on va entrer en contact avec les usagers.
c'est-à-dire établir les contacts, la confiance. On peut, par exemple, je vais donner un exemple concret tout de suite. Par exemple, on sait très bien que le concierge travaille très fort dans l'école. Hein? Donc, et les enfants de la maternelle, bon, c'est leur première expérience dans un milieu public. Et souvent, ben, ils sont comme chez eux, hein? Ils laissent traîner toutes leurs choses, ils ne ramassent pas, ils vont à la toilette, ils font des dégâts, c'est pas grave, maman va le faire, mais maman n'est pas là. C'est le concierge. Donc, les élèves sont très perspicaces quand vient le temps de trouver un problème puis d'aider l'autre. C'est-à-dire que ce soit le concierge, que ce soit, je ne sais pas moi, le système de récupération, ça peut être l'aménagement de la classe, tout simplement. On commence souvent avec quelque chose de petit. Ça peut être la cour d'école. La cour d'école, pour les petits de la maternelle jardin, c'est problématique souvent, surtout s'ils sont... la salle, ce n'est pas toutes les écoles qui ont un endroit vraiment dédié aux élèves de la maternelle. Donc, souvent, ces enfants-là, les élèves de la maternelle, ne se voient pas un milieu approprié pour eux. On peut commencer avec ça aussi, la salle de récréation. Ça peut être pour sensibiliser les plus vieux à faire attention aux petits. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui peuvent concrètement être faites en salle de classe. L'organisation, j'en ai un exemple concret. En salle de maternelle, il y a beaucoup de jouets qui se brisent. Il peut y avoir un centre de réparation de jouets brisés. Puis donc, ben oui, pourquoi c'est l'enseignant qui doit réparer les jouets? C'est eux qui les brisent. Bon, donnez-leur la responsabilité de ramasser et de réparer. Pourquoi pas? Ça serait un centre d'intérêt très intéressant, réparation de jouets. Alors, c'est des choses comme ça. Puis c'est très important que les élèves prennent la responsabilité. Puis une fois qu'ils prennent la responsabilité de réparer leurs propres jouets qu'ils ont brisés eux-mêmes, ben, ils vont y faire attention. Donc, ils vont sensibiliser les autres à faire attention. Il va avoir... Puis, c'est pas juste pour les jouets, c'est pour tout après. On leur montre qu'il faut prendre soin des choses qui nous entourent. Alors, c'est beaucoup à long terme, les répercussions sont énormes. J'aime beaucoup oui, des centres de réparation, c'est génial avec les petits. Hein? Puis, donc, ils deviennent des experts, ils deviennent des bricoleurs et ils trouvent des façons justement de réparer, de trouver une solution à des problèmes qu'ils causent eux-mêmes. Donc, puis, il y a une question de triage, où on va trouver les outils pour réparer, comment on peut les réparer et ainsi de suite. Donc, c'est d'entrer. Puis quand par exemple, si on prend l'idée du centre de réparation de jouets, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui sont brisés, donc ils peuvent aller sonder le terrain auprès des autres élèves. Ben toi, donc c'est pas seulement de trouver le problème nécessairement, mais de trouver qu'est-ce que ce problème engendre comme autre problème et de les faire réfléchir à long terme. Ça veut dire quoi prendre soin des choses? Ça veut dire qu'en tant que consommateur, bien, on affecte la planète aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être tissées autour de ce petit enjeu-là, qui semble très anodin, mais finalement, qui a des répercussions énormes. OK? Donc, on va entrer en contact avec les gens et on va instaurer la confiance. On va interroger, s'immerger dans un milieu. Et ça, c'est intéressant. On peut les amener dans un milieu extrême, c'est-à-dire dans un magasin de jouets. Dans un magasin de jouets, regardez quand c'est beau les jouets, quand ils sont bien entretenus. On peut les amener dans d'autres centres qui prennent soin des jouets ou, à l'inverse, on peut l'amener dans un centre de fousse, dans un centre de fousse d'enfouissement, un centre d'enfouissement. C'est-à-dire, ils vont où les jouets à leur fin de leur vie? Bien, ça pollue. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir accès à ce tableau dans... Oui, je vais vous remettre toute la PowerPoint, la présentation. Donc, c'est de voir le cycle de vie de l'objet, c'est-à-dire les élèves, si on ne fait pas attention, c'est là que ça finit. Donc, les amener sur un centre d'enfouissement pour voir que si on ne fait pas attention à nos choses, bien, on pollue la planète. Donc, c'est très important de conscientiser les élèves parce que pour eux, si on ne leur montre pas, ils ne savent pas, ça disparaît, il n'est plus là, il n'existe plus. Non, il existe toujours, mais dans la terre, puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut. Donc, ici, je vous donne des exemples d'outils. Je vous ai mis à la fin, on va travailler avec la carte d'empathie. Il y a une carte d'empathie que vous pouvez utiliser, je l'ai fait, mais les pictogrammes sont affreux. Je ne suis pas très bonne en design ordinateur, vous allez voir, mais vous pouvez la repenser, la reconstruire et tout ça. Donc, la méthode des 5 pourquoi. Pourquoi? Alors, quand on dit avec les petits qui sont experts en pourquoi,
Donc, il n'y aura pas de problème avec les petits de la maternelle. Donc, quand on va voir, par exemple, le concierge, le concierge dit, ben, j'ai beaucoup de travail. Ben, pourquoi? Ben, parce que les élèves salissent puis ne prennent pas soin des effets. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas conscience. Donc, c'est toujours d'aller avec le pourquoi du pourquoi. Puis c'est en faisant ces pourquoi-là qu'on arrive à la source du vrai problème. Parce que le problème, au départ, pour l'usager, n'est pas très clair. Il faut le clarifier le plus possible. La phase d'idéation, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une phase où on se rassemble puis définir le problème, où on va classer, puis ça fait partie de la littératie et de la mathématique, des compétences mathématiques, classer, ordonner, organiser les thèmes qui se ressemblent, hein, les classifier, aussi un centre de réparation de livres, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Après ça, vous allez avoir des centres de réparation de tout. Puis les autres élèves des autres classes vont demander votre expertise, vont demander l'expertise aux élèves de la maternelle, bien sûr. Donc c'est à partir de ces moments-là, la phase d'idéation, où on peut trouver, c'est là qu'on va définir sur quelle solution on va travailler. Souvent, ça m'est arrivé la plupart du temps quand on travaille avec un problème ouvert, il y a plus que deux problématiques, il y a plus qu'une problématique, pardon, il y a souvent deux problématiques. Et je favorise énormément de travailler sur deux problématiques. Je les divise en sous-groupes. Ceux qui veulent travailler sur cette problématique-là, allez là. Ceux qui veulent travailler sur cette problématique-là, allez là. Parce que si on oblige les élèves à travailler sur une problématique qui ne vient pas de vous ne les engagerez pas. Et le but de cette démarche-là, c'est de les engager dans leurs apprentissages. Alors, c'est mieux de leur donner le choix, toujours. OK? À partir de 3 problématiques, ça devient un petit peu plus lourd à gérer, mais je dirais que 2, c'est gérable. Et moi, je l'ai toujours, à chaque fois que j'ai travaillé avec un problème ouvert, il y avait toujours 2 groupes qui travaillaient sur 2 solutions différentes. Et ça se fait très bien, très, très, très bien. OK? Donc, ensuite, on a la phase d'évaluation. Et c'est ça qui est intéressant. Durant la phase d'évaluation, de prototypage et tout ça, on va chercher les personnes concernées, c'est-à-dire, par exemple, si vous faites un centre de réparation de jouets, ben, vous allez chercher des élèves plus vieux qui vont venir dire, ben oui, peut-être que... Donc, on demande de l'aide des autres. On fait venir la directrice d'école qui va être super contente. On fait venir la secrétaire. Donc, on leur valorise le travail qu'ils ont fait. Et ça va leur donner le goût de faire autre chose, de trouver des solutions à des problèmes autour d'eux. Il faut impliquer les gens sur le milieu, les parties prenantes. Puis la directrice, c'est une partie prenante. C'est l'école, c'est son environnement, c'est l'environnement de tout le monde. On fait venir d'autres enseignants dans d'autres classes, d'autres groupes. Donc, c'est très, très, très important de communiquer avec les autres classes, avec les autres personnes durant la phase d'évaluation. C'est la phase d'évaluation et de communication. OK? Puis, ils vont donner aussi d'autres solutions, d'autres possibilités aussi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Oui, ça va? Donc, pourquoi la pensée design à l'école? Bien, il y a plusieurs perspectives pédagogiques intéressantes et importantes. On parle de l'apprentissage actif. Ils sont actifs dans leurs apprentissages. Ils vont chercher des questions. Ils vont aller s'intéresser à l'autre. On développe aussi l'intérêt vers l'autre, le sentiment d'appartenance à un groupe, la relation avec l'autre. Okay? Donc, l'apprentissage actif, on apprend à poser des bonnes questions. On apprend à interroger l'autre, à formuler des questions. On négocie avec ses amis, ses camarades. C'est très important, la négociation. On prend des risques, on essaie quelque chose. Alors, ça fait émerger la créativité, ça développe la créativité, ça développe la motivation et l'engagement, surtout. Surtout pour les enfants qui pensent qu'ils ne sont pas nécessairement bons à faire quelque chose, mais ils s'engagent puis ils ne pensent même pas à leur capacité ou non. Ils sont tout de suite engagés parce que l'émotif est là. Parce qu'ils veulent rendre service à quelqu'un d'autre. Ils le font pour l'autre. OK? Donc, ils ne le font pas pour l'enseignante. Ils le font pour quelqu'un d'autre qui a un besoin. Et ça, c'est très important. Le contrat didactique est comme brisé, si on peut dire. OK? Donc, ça consolide les connaissances disciplinaires et pluridisciplinaires, les habiletés du 21e siècle, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Toutes ces habiletés-là, c'est vraiment les compétences du 21e siècle, tout à fait. Et c'est très important aussi que, et c'est magnifique à voir, on les voit, c'est comme des petits businessmen, businesswomen, ils sont tous en train de négocier, de dire « Oh non, moi je trouverais ça ». Puis l'entrepreneuriat, c'est très important.
Okay? C'est une compétence qui se développe. On ne veut pas nécessairement que les petits de la maternelle... Moi, j'en ai vu des jeunes petits qui vendaient des stations de limonade. Très important, cette perspective-là qu'on peut faire. Je suis vecteur de changement en tant que personne, que je sois petit ou grand. Très important. Okay? Donc, ici, au niveau de la pensée des âges, au niveau maternelle-jardin, spécifiquement maternelle-jardin, et j'ai lu le programme maternelle-jardin de 2016. J'ai une collègue avec qui, en fait, elle est à l'Université d'Ottawa, Joanne Barrette, qui travaille sur l'approche Reggio-Emilia, qui est la théorie derrière le programme de cadre de la maternelle-jardin. Et c'est très intéressant parce que j'ai vu, puis je lui parlais justement, puis on trouvait des similitudes avec la pensée design. La question de choix, la question d'ouverture du problème, la question de les laisser, de les questionner sur leur choix et non d'imposer un choix. Perspective très importante. Et la philosophie que l'enfant est compétent et capable de réflexion complexe, les petits de la maternelle, ils ont un système, un processus de recherche, d'enquête très expert. C'est-à-dire que ce sont souvent les enfants qui posent les bonnes questions. Parce qu'ils sont très perspicaces, ils regardent, ils observent énormément. Les enfants de la maternelle, là, si on porte les mêmes chaussures 2 fois dans la même semaine, ils vont nous le dire. Ils voient tout. Et quelqu'un qui est un bon enquêteur, c'est quelqu'un qui observe énormément. Ils observent tout. Moi, ils me font peur, personnellement, parce que je me dis, je ne peux pas faire une erreur parce qu'ils voient tout. Alors, ce sont des enfants complexes qui sont capables de réflexion complexe et qui sont d'une grande habilité d'observation et d'écoute phénoménale. Et malheureusement, ils le perdent quand on commence à leur mettre des bâtons dans les roues, quand on commence à aller en première, deuxième année, ils doivent s'asseoir. Est-ce que c'est juste moi? Claude, je pense que oui, je crois. Est-ce que j'ai comme l'impression, peut-être partir et revenir, peut-être? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient rien? Parce que, est-ce que la plupart des gens, rien? Ici, c'est blanc. Est-ce que vous voyez ici Attendez. C'est blanc? Est-ce que les autres... Je vois... OK, c'est beau. Merci. Merci, on peut arrêter. OK. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour les autres qui ne voient pas. Peut-être essayer de quitter et de revenir. OK? Donc, essayez de voir si vous pouvez quitter et revenir. Donc, l'enfant, dès le jeune âge, c'est un être compétent et capable de réflexion complexe. C'est très, très, très important. On va poursuivre ici. Au niveau du programme Jardin, les approches, donc la vision globale, c'est que l'enfant est compétent et capable de, il faut quitter la réunion, c'est ça, il est capable de réflexion complexe. Donc, le programme CARD prévoit une approche pédagogique qui est très, très, très intéressante par rapport à l'exploration. Donc, il parle de l'apprentissage par le jeu dans une culture d'enquête. Et c'est ça qui est important. C'est que durant le processus de pensée design, ils sont vraiment dans le jeu et dans l'enquête. Ils sont vraiment, je dirais, ils sont vraiment dans le questionnement, dans l'enquête, dans la recherche d'informations. Et le jeu, c'est parce qu'ils sont avec l'autre et ils discutent, ils jouent, ils pensent, ils imaginent. L'imaginaire est là. Et c'est ça qui est important. On a la pédagogie, le pédagogue est un co-apprenant et moi, j'appelle ça un facilitateur. J'apprends autant des jeunes dans un processus comme celui-là qu'ils apprennent du processus. Alors moi, je suis là, puis ça peut être épeurant au départ parce qu'on ne sait pas où que ça s'en va, mais en tant que facilitateur, c'est important de voir avec, bon, vous avez la documentation aussi, la documentation que vous devez, mais les compétences, il faut faire confiance au processus, vous allez voir toutes les compétences nécessaires. C'est très, très, ça m'est jamais arrivé de ne rien voir. Jamais, au niveau des compétences, au niveau de la créativité, de la collaboration, de la communication. Ils vont communiquer, ils vont trier, ils vont organiser, ils vont avoir un sentiment d'appartenance, ils vont se sentir reçus et ainsi de suite. Et c'est très, très, très important. Il y a une question de Nasrine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Nasrine. Je suis désolée, j'espère que je n'interromps pas. Non, non, pas du tout.
ce que je voulais mentionner, c'est que on est tout un groupe dans la classe, c'est pour ça. Quand on parle d'intervenants, de facilitateurs, on est quand même une équipe pédagogique dans la classe, l'enseignant et l'éducatrice. Mais je remarque récemment, bon là, j'espère que je suis encore dans le sujet, que de plus en plus, c'est plus le côté académique qui revient sur le plancher plutôt que de ce nous, comme moi, je suis éducatrice et mes collègues avec moi, de ce que nous, on est basé sur la méthode Reggio Emilia, émergence et tout cela, on est familier avec ça, mais de plus en plus, on voit un retour au système académique et, je dirais entre guillemets, papier-crayon, ce qui avait commencé avec la PMGE, l'apprentissage par le jeu. Graduellement, on a l'impression que ça commence à régresser. Ah, d'accord. Alors, personnellement, je ne suis pas vraiment sur le terrain présentement, mais ce que je peux vous proposer, c'est vraiment d'essayer de mettre en branle. Puis ça, c'est quelque chose d'autre. Je vais y revenir tout à l'heure vers la fin. Quand on démarre un processus de pensée design, c'est très important de ne pas y aller nécessairement d'un bout à l'autre. Je l'ai vu souvent, les gens vont faire étape 1, 2, 3, 4, 5, 11. Non. C'est comme un bon vin. Il faut laisser mûrir les choses. C'est-à-dire, on peut juste travailler, c'est l'inspiration. OK, aujourd'hui, on pratique l'inspiration. On va aller collecter des informations. On se promène, on demande des informations, on prend des images, on prend des photos, on prend des captures d'écran. Et si vous sentez qu'il y a l'espèce de paradigme papier-crayon, moi, je vous suggère fortement, allez avec des tablettes, prenez des photos, organisez les photos. S'ils ont des papiers crayons, de faire des dessins. C'est très important de ne pas, de les laisser marcher, explorer, de ne pas rester assis. Premièrement, la pensée design, c'est pas un processus, une démarche c'est très actif. On se promène. On va rencontrer des gens, on va poser des questions, on prend des rendez-vous. On prend des rendez-vous avec la directrice, avec le concierge. On revient les voir et ils doivent revenir. Hein, ils doivent dire, oh oui, c'est vrai, on a une rendez-vous, on a une rencontre. Vonido, sauf que ce ne sont pas toutes les écoles ou les classes qui ont des tablettes. C'est vrai, tout à fait. Vous avez bien raison. Mais à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être leurs yeux. C'est-à-dire, on peut, nous, partir avec notre tablette, avec les élèves ou avec notre téléphone, peu importe, et on peut prendre les photos pour eux. OK? Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut faire avec eux. Puis, c'est très intéressant. Puis aussi, ça existe encore, les petites caméras jetables. Donc, demandez un budget à votre école pour justement avoir ces petites caméras jetables qu'ils peuvent prendre, puis après ça, on les fait développer. Ça peut être tout un apprentissage derrière tout ça. Donc, il y a beaucoup de façons d'améliorer tout ça. Il y avait, je crois, Aline qui disait que le processus d'enquête, oui, je vais vous montrer les similitudes que j'ai trouvées entre la pensée design et l'approche par enquête que vous avez dans le programme cadre. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, le milieu et les pairs. Et ça, c'est très important. Le milieu et les pairs est le troisième enseignant. Et Nesrine, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que vous pouvez fermer votre microphone, s'il vous plaît? Mais ce que tu disais tout à l'heure, qu'on revient à l'académique est très important. Dans le principe, il faut jamais oublier que le milieu, c'est un environnement d'apprentissage, que ce soit à l'extérieur, que ce soit la classe comme telle. Si on veut que ce soit un troisième enseignant, l'environnement, les enfants, les élèves doivent explorer. Ils ne peuvent pas rester assis sur une chaise puis à faire, je ne sais pas, remplir des formulaires ou je ne sais pas trop quoi, mais ils doivent explorer. À la cour de récréation, dans le gymnase, peu importe, ils doivent explorer. Il y a nulle part pour faire développer des caméras jetables. Ah oui? Ah, donc peut-être que je trouve, peut-être que je ne suis pas à jour, mais il y a d'autres façons de prendre des croquis, de dessiner, de demander. Donc, c'est très, très important, quand vous faites ce processus-là, de penser aux outils que vous allez utiliser. Ce n'est pas obligé d'être une caméra, ce n'est pas obligé d'être une tablette, mais il y a différentes façons de le faire, que ce soit par dessin. Puis, moi, j'ai vu des élèves qui ne savaient pas écrire, qui écrivent des questions dans leur propre langage, puis ils se souviennent exactement qu'est-ce qu'ils avaient dit, comme pour qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ils vont trouver une façon eux-mêmes d'aller faire la collecte des données ou la collecte d'informations. OK? Donc, ici,
Au niveau des apprentissages, on le sait très bien, dans les apprentissages du programme cadre, on a appartenance et contribution, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance. L'enfant doit sentir le sentiment d'appartenance. Il doit sentir qu'il contribue à quelque chose. Et c'est là que je vous dis, quand on parle de l'enfant doit sentir qu'il est vecteur de changement. C'est ça. Donc, pour être vecteur de changement, il doit avoir une responsabilité dans qu'est-ce qu'il fait. C'est-à-dire, quand on travaille dans un problème ouvert, c'est sûr qu'on est responsable. On a dit à quelqu'un qu'on allait trouver une solution à son problème. Donc, on sent une part de responsabilité. Et c'est ça puis ça développe le sentiment d'appartenance. Par conséquent, ça développe vraiment un sentiment d'appartenance très fort envers l'environnement, mais envers la communauté collective aussi. Très important. L'autorégulation et le bien-être. C'est la raison pour laquelle je vous dis, avec les petits, surtout jusqu'à la 4e année même, quand on travaille avec la pensée design, de faire une étape à la fois. Puis on peut laisser 2 semaines entre les 2 étapes. C'est pas obligé. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est de laisser sur le mur la mémoire collective. J'appelle la mémoire collective quand les enfants ont ramassé des informations, on les place sur le mur et on les laisse là pendant 2 semaines et on peut leur dire, ben, tu peux aller voir, est-ce que tu as d'autres informations? Est-ce que tu peux aller les mettre? Donc, la mémoire collective, elle est là pour rester. C'est-à-dire qu'ils peuvent... C'est pas vrai qu'on ne peut pas travailler sur un problème de façon en continu. Donc, c'est important de laisser à la disposition des élèves la mémoire collective, ce qu'ils ont ramassé, parce que c'est un processus itératif, c'est un processus en continu. Donc, de les laisser tranquillement. « Ah oui, j'ai trouvé quelque chose d'autre. » Puis ils vont poser un post-it. « Ah oui, j'ai vu quelque chose d'autre. » Et on peut laisser comme ça pendant 2 semaines avant de revenir à une autre session, c'est-à-dire la 2e étape. Et à chaque fois que je l'ai fait, moi, j'ai laissé un bon 2 semaines entre chaque étape. Très important, pour laisser mûrir les idées, pour pas trop charger les élèves, parce qu'on sait très bien qu'à la maternelle, au niveau de la mémoire collective et phase 1, bien, en fait, la mémoire collective, c'est un mur de tout, c'est des traces de tout ce qu'ils ont fait. Donc, c'est surtout au début, oui, la phase d'exploration peut laisser toutes les informations qu'ils ont trouvées pendant 1 ou 2 semaines. Est-ce que ça répond à ta question, Négar? Oui? Le microphone. Oui? OK. Donc, les petits, l'autorégulation, c'est quelque chose de très vrai. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts au niveau physiologique. Des fois, c'est trop intense. Donc, c'est important de prendre le temps, de laisser vraiment mûrir les idées entre chaque étape. On utilise beaucoup pâte à modeler, peinture, doigts, ardoise. Oui? Oui. Excellent, Mona. Oui. Donc, on a la littératie et les mathématiques. Donc, quand on parle de classer les informations, organiser, les mettre, la classification, le tri, on met celui-là, les thèmes qui se rassemblent et ainsi de suite, vous allez le voir de façon automatique. Okay? Et c'est ce que je dis, quand on fait normalement la pensée des ânes, quand je lisais le programme, je me suis dit, tout est là, tout est là. Vous n'avez même pas besoin de regarder votre programme cadre, vous allez voir tout apparaître. C'est clair. Peu importe la problématique que vous cherchez, parce que ça vient des élèves. Et la résolution de problèmes, RP et innovation, c'est tout le volet, je dirais, sciences et technologies, c'est-à-dire prototypage, qui vont pouvoir commencer à modeler et ainsi de suite. Peut-être le faire avec Classe Dojo. Oui, très intéressant. Cassandra, bonne idée. Ajouter les photos dans l'histoire de la classe et les élèves peuvent mettre leurs idées. Tout à fait, si ça, Classe Dojo, des outils super intéressants. Vraiment, super idée, Cassandra, merci. Donc, ici, j'ai regardé, bon, on a la phase d'enquête que vous pouvez voir. L'engagement initial, on parle de s'inspirer, hein? C'est la même chose que la pensée design. On doit s'inspirer du milieu, on va interroger, remarquer, questionner, jouer, très important. On va essayer d'imaginer, s'interroger sur les objets, les événements qui l'entourent. On a ici ensuite la phase d'exploration. On a la phase d'exploration dans la pensée design où on va aller explorer la réalité des gens, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain. On va aller questionner d'autres personnes, les parties prenantes. Puis ça, il ne faut jamais oublier, hein, les parties prenantes, ce n'est pas seulement des humains. Hein? On peut aller voir les insectes, on peut aller voir, peu importe si on décide de faire si on décide de travailler sur un problème environnemental, c'est à l'extérieur que ça se passe. Il faut aller voir à l'extérieur, que ce soit la rivière, l'étang, la cour de récréation, peu importe. Donc, on a analyse, comparer, trier, classifier. Ça fait toute partie des compétences mathématiques.
Ensuite, on a le processus d'enquête, quand ils sont vraiment dans l'enquête comme telle, où ils doivent classer, organiser. Et ce qui manque, on va voir les comparaisons tout à l'heure, ce qui manque de la pensée design, c'est que ce n'est pas clairement indiqué que les élèves sont en train de... La phase d'idéation n'est pas très claire dans le processus d'enquête et la phase de prototypage n'est pas non plus très claire. C'est ces deux phases-là, vous allez voir tout à l'heure quand on fait le comparatif, c'est ces deux phases-là qui ne sont pas clairement indiquées dans le programme cadre, mais elles sont là. Mais c'est juste que ce n'est pas explicite. OK? Donc, c'est très important la phase d'idéation. On voit surgir les élèves, les idées qu'ils ont. Il y en a qui sont un peu loufoques, c'est correct, mais il n'y a rien de bête dans ce qui est loufoque. Ils vont prendre ce qui... Il y a des... Oui, ça peut être loufoque, mais est-ce qu'on peut l'adapter? Oui, c'est un peu out there, mais est-ce qu'on peut l'adapter? Et c'est ça qui est intéressant, l'amélioration d'une idée. On parle d'innovation. OK? Donc, on a aussi la communication, c'est la phase d'évaluation, la mise en commun, on négocie, on partage, on discute, on collabore, et aussi on a cette phase-là dans la démarche de pensée design. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis les deux côte à côte. Le processus d'enquête prévu par le programme cadre et le processus de pensée design. Comme je vous le disais tout à l'heure, le processus d'idéation n'est pas clairement indiqué dans le processus d'enquête. Et c'est une phase très importante. Si on veut trouver des solutions à un problème, on ne peut pas passer par-dessus l'idéation. C'est très, très, très important. Puis il faut s'arrêter. Puis quelque chose que j'ai remarqué dans le processus d'enquête, on ne parle pas de l'autre. On ne parle pas qu'on travaille en collaboration avec nos pairs. Puis la pensée design ne se fait pas seule. Elle se fait avec le groupe, elle se fait avec l'usager, elle se fait avec l'environnement. Tandis que dans le processus, ici dans le cadre, dans le processus d'enquête, ah merci Paul, Paul vient de mettre le formulaire, merci beaucoup, il y avait eu quelques problèmes tout à l'heure. Ben, désolé de l'interruption, c'est qu'on vient de me dire que le formulaire c'était correct. J'espère que vous n'aurez pas de pépin. Désolé de l'interruption. Non, ça va, merci beaucoup. Ah, super, ça fonctionne. Donc, merci, Émilie. Donc, au niveau du processus d'enquête, ce que je n'ai pas pu voir, mais je l'ai pu comprendre de façon implicite, c'est qu'il y a une phase d'idéation qui n'est pas claire, qui n'est pas déterminée, mais dans la pensée design, elle est prévue. Elle est prévue, donc il faut s'arrêter pour faire l'idéation. Même chose pour le prototypage. Au niveau de la processus d'enquête, ce n'est pas clairement défini. On le sait, c'est sous-entendu, mais dans la pensée design, il y a un moment vraiment pour le prototypage et on s'arrête pour le faire. Et c'est important à chaque étape de s'arrêter et de laisser du temps entre toutes les étapes. Même si on a besoin d'aller à l'étape précédente, de laisser du temps, de laisser mûrir les idées. Et par exemple, si vous êtes dans le processus de prototypage avec les élèves, il n'y a rien qui vous empêche de laisser les maquettes, les modèles, juste sur une table, un centre d'intérêt, puis les élèves vont y retourner de façon aléatoire. Ce n'est pas obligé de finir au moment même. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Je sais que vous êtes occupés à remplir le formulaire de présence. Donc, des outils, il y a des gens qui m'ont dit, questions, commentaires, il y a des gens qui m'ont dit, est-ce qu'on peut avoir des outils concrets, des trucs? Et oui, j'en ai pas une panoplie, mais j'en ai assez pour ne pas vous surcharger, parce que je sais que des fois, dans des formations, on vous donne plein de choses, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, je vous en ai donné, je vous en propose, qui sont simples, mais qui sont aussi accessibles. OK? Donc, et on peut regarder la carte d'empathie. Par exemple, pour la première étape, elle n'est pas très belle, c'est moi qui l'ai fait avec mon ordinateur, j'avais de la difficulté. Je ne suis pas une conception graphique. Disons, la conception graphique, ça fait passer en profondeur. Oui, tout à fait, Joanne. L'apprentissage en profondeur, et c'est pour développer des compétences durables. C'est ça, la pensée des sens. C'est vraiment parce que les jeunes, ce qui est arrivé avec la pandémie, on était, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne devrait pas arriver. On devrait savoir quoi faire. On devrait être capable de penser rapidement, de penser collectivement. La pensée collective, l'organisation collective est très importante. On ne peut pas penser seul. Et ce temps où les gens disent, lui, il va le faire, c'est fini, ça. Puis,
ne pas penser seul, penser de façon collective et de façon pluridisciplinaire. Très, très important. La pluridisciplinarité, c'est une compétence très importante au 21e siècle. Très, très importante. Donc ici, on a la carte d'empathie. Quand on est dans la phase d'exploration, c'est-à-dire d'idéation, d'inspiration, définir, on utilise souvent, je vous propose ça avec les petits, ce qui est très intéressant, ils ont leur petite carte d'empathie, ils vont voir, c'est pas très beau mes pictogrammes, mais bon, bref. Il y a quatre sections. Ah, quelqu'un l'a mis en plus gros, merci. Donc, il y a 4 sections ici. Ce qu'on va voir l'usager, c'est-à-dire la personne, que ce soit le concierge, que ce soit nos amis, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de ma présentation. Donc, ici, on a ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc, on va aller voir la personne, on va lui demander, oh, il y a quelqu'un que... Je ne sais pas qui a pris le contrôle de la présentation, je n'ai plus accès, il y a quelqu'un qui a enlevé. Je vais essayer de reprendre. Attendez, des petites minutes. Peut-être je vais le mettre en... ton écran. Oui, je vais le repartager. Je ne sais pas si... Attendez, si je l'ai encore... Je vais devoir reprendre du départ, mais bon. Désolée. Ça s'en vient. Bon, je vais essayer de passer plus rapidement à travers chacune des... On était rendu à la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est un bel outil justement pour aller voir, pour faire de l'empathie. C'est vraiment pour ça. C'est-à-dire que je vais essayer de le mettre plus grand. Est-ce que vous le voyez quand même dans un bon format? Oui. Oui? OK, merci. Donc, la carte d'empathie, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Donc, on va aller voir les usagers, on va aller voir les personnes concernées et on va leur demander ce qu'ils pensent. Puis avec les petits, on sait très bien, il y en a beaucoup qui ne savent pas lire à cet âge-là. Donc, cette image, cette carte imagée les aide énormément. Alors ici, c'est une paire de yeux. Donc, ce qu'ils voient. Alors, on va demander, ben, pourquoi? Qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de jouets brisés, par exemple. Bon, OK, comment tu te sens? Pourquoi? Ben, parce que les élèves ne font pas attention. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est l'enseignant qui s'en occupe. Bref, c'est là qu'à chaque étape, on leur demande pour chaque catégorie, ben, pourquoi? Les 5 pourquoi. OK? Ici, on a ce qu'il dit. Alors, les enfants, ils ne vont pas nécessairement écrire, ils vont se faire des symboles en général, les petits de la maternelle. Ils vont se faire des petites idées, OK? Donc, ils vont se faire des symboles, ils vont prendre des notes, mais ce n'est pas des notes que nous, on va comprendre, mais on peut les aider, on peut les interroger justement sur ces notes-là, OK? Et ensuite, ce qu'ils entendent, ça, c'est vraiment ce qu'ils entendent. Bien, ils entendent la chicane parce que tu as brisé le jouet et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette carte d'empathie qui va permettre de faire la collecte d'informations. La collecte d'informations qui va nous aider à trouver des solutions aux problèmes. Et la solution au problème, c'est le centre de réparation. Ça, c'est la solution, bien sûr, mais peut-être que les élèves vont trouver quelque chose d'autre, tout à fait. Je vois 4 parties dans la carte. Oui, 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça, les 4 parties. Donc, on a ce qu'il ressent, ce qu'il dit, ce qu'il voit, pardon, ce qu'il dit et ce qu'ils entendent. Donc, une fois que la carte d'empathie est... Les élèves peuvent se promener avec leur carte d'empathie, puis ce n'est pas seulement la carte d'empathie, ça c'est justement un exemple, bien, ils vont pouvoir mettre les informations au bon endroit. On peut le faire sous forme de tableau thématique, c'est-à-dire on met des post-it. On peut le faire comme ça aussi. Je l'ai fait comme ça aussi. Ça fonctionne tout aussi bien. C'est plus au niveau collectif. Tandis que la carte d'empathie, bien, chaque élève va avoir sa petite carte d'empathie, puis il va se promener, puis aller collecter des informations. Une fois que ça c'est fait, on va faire une mise en commun. Souvent sur un grand papier mural, on va tout organiser, ils vont trier, organiser ce qui se ressemble, tout le monde qui dit telle chose, tout le monde qui dit telle chose, tout le monde qui pense telle chose. Et c'est ce qui est intéressant à faire avec les élèves parce que ça devient un moment où on fait de la classification, on trouve des similitudes, on classifie, on organise, puis ensemble. Puis c'est quelque chose qui se fait toujours ensemble. Bon, il y a quelqu'un, je viens de perdre ma présentation encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui joue. Est-ce qu'on peut... Désolée. C'est parce que quand tu présentes, tu donnes accès à tout le monde à ta présentation au niveau de la manipulation, je crois. D'accord. Bon, je vais arrêter ça. Attendez une petite minute, je vais reprendre. Je ne vois pas comment je peux enlever, par contre. Il ne me donne pas l'accès à enlever l'accès parce que je ne suis pas celle qui a... Est-ce que je peux demander aux gens de ne pas prendre contrôle de la présentation, s'il vous plaît? Je vérifie les paramètres, Mme Louis. Je vais essayer de faire ce que je peux. Merci, Paul. C'est pas une garantie toutefois, là, mais je vais faire ce que je peux. OK, merci. Donc, juste ne pas prendre contrôle, les personnes qui sont dans le... OK. Donc, ici, on était à la carte d'empathie. Donc, la carte d'empathie, j'ai mis aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, une ressource qui vous explique vraiment comment exploiter la carte d'empathie. OK? Donc, une autre chose, dans la phase d'idéation, la phase de remue-ménage, c'est vraiment là qu'on peut, qu'on fait le remue-ménage avec les élèves. Il y a les stratégies, c'est vraiment le remue-ménage, on leur demande quelles sont vos idées, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et ainsi de suite. C'est important de ne pas déjà décider la solution finale avec eux. C'est important de leur dire, regardez, il y a beaucoup, beaucoup de solutions, on les laisse ça sur le mur collectif. Encore une fois, on les laisse pendant 1 ou 2 semaines, on va laisser mûrir les choses. Et petit à petit, ils vont éliminer certaines choses qui ne sont pas nécessairement appropriées. Ils vont le faire d'eux-mêmes. OK? Donc, on peut le faire sur le mur, le tableau. On peut prendre la mémoire collective, encore une fois. Moi, à toutes les phases, je laisse la mémoire collective de toutes les phases. Je les laisse là, de façon pas permanente, mais je les laisse là en arrière-plan. Comme ça, ils peuvent ajouter. C'est en continu. Puis, il ne faut pas oublier que c'est toujours en continu. Donc, ensuite, la phase d'évaluation, c'est-à-dire la phase de prototypage. J'ai vu tout à l'heure dans le fil de discussion qu'il y a des gens qui parlaient de pâte à modeler, de riz, on peut utiliser des crayons de couleur, du papier, on utilise du matériel d'art, des boîtes de carton. Je vous ai mis une ressource sur le Cardboard Challenge. C'est un défi des boîtes de carton, très intéressant. Ça aussi, on peut travailler avec ça. Les Legos, les blocs, la pâte à modeler. Au niveau de l'évaluation, on peut parler de tableaux, on peut parler de post-it, de papier mural. Donc, quand on évalue avec les usagers. Il y avait Négar qui avait la main levée, je crois. Ton micro, Négar? Oui, je m'excuse. Est-ce que la mémoire collective est exactement la carte d'empathie? La carte d'empathie n'est pas nécessairement la mémoire collective. Si on la donne à chacune des élèves, elle devient un outil individuel, c'est-à-dire ou à 2, de petits groupes. Mais on peut la rendre collective. Moi, j'ai souvent fait, j'ai pas pris la carte collective, la petite carte d'empathie, je l'ai fait sur un grand mur, la carte d'empathie. C'est-à-dire que les élèves allaient poser leur post-it à chaque endroit, ce qu'ils avaient collecté. Donc, on peut le rendre comme ça aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là que tout le monde voit ce que tout le monde a fait. Donc, c'est selon votre préférence. On peut la donner de façon individuelle ou en petit groupe, puis après ça, ils le mettent de façon collective, ou on peut le faire tout simplement de façon collective. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler la mémoire collective parce que, oh non, il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de la présentation, encore une fois. Je vais essayer de voir si je peux poursuivre. Ne touchez plus à rien, s'il vous plaît. Je vais juste essayer de voir si je peux poursuivre comme ça. Ah! OK. Donc, je vais reprendre. Donc, je vais demander encore une fois si vous pouvez, s'il vous plaît. Puis, je vais répondre aux questions. On arrive vers la fin, puis j'aimerais ça pouvoir terminer. Il reste 15 minutes. Si on peut ne pas toucher aux onglets, même pas aux réactions, comme ça, on va s'assurer. Je vais prendre dans la phase de discussion, je vais prendre dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon. D'accord. Je pense que ça va faire une belle vidéo. Donc, vous êtes vous participez très bien. Merci beaucoup. J'adore vraiment. Parce qu'au départ, je me disais, 200, je ne sais pas si on va pouvoir
participer, avoir de la participation, mais c'est génial. Donc, c'est comme les élèves, on n'écoute pas Gaspard. Je pense que vous êtes excités. Bon, alors la carte d'empathie, on l'a vu, la phase de remue-ménage, le prototypage, les Legos aident beaucoup, beaucoup au niveau des maquettes, mais aussi on peut utiliser du matériel d'art plastique aussi, ils peuvent faire des maquettes, puis c'est important de leur laisser le choix, de mettre tout ce matériel-là à leur disposition. Oui, ils peuvent dessiner au lieu d'écrire, tout à fait, oui, Adèle. Donc, c'est important de leur donner le choix. À chaque étape, donner le choix à l'élève. Ils sont compétents et capables de faire des choix appropriés pour eux. Et la carte d'empathie était petite. Oui, vous allez pouvoir la voir tout à l'heure. Ah, là, c'est encore petit. La phase d'évaluation, ça, c'est une fois qu'on a fait nos solutions, les élèves n'écrivent pas, mais oui, ils peuvent dessiner sur la carte d'empathie, tout à fait. Donc, la phase d'évaluation, c'est là qu'on remet aux usagers ou on ne les remet pas aux usagers. On va collecter la rétroaction des usagers. Donc, on va voir les usagers, on va leur dire, par exemple, le centre de fabrication, de réparation des jouets brisés. Bien, on va voir les élèves. Chaque élève va voir d'autres élèves. Ils vont dire, qu'est-ce que tu aimes dans le centre de réparation, tes impressions positives ou négatives, qu'est-ce qui fonctionne pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours « Ah non! » OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le... Est-ce que je vais être capable de terminer? Est-ce qu'il se peut que tu aies partagé ta présentation à tout le monde avant de participer, avant de présenter devant? Non, je ne l'ai pas partagé du tout encore. Ouais, c'est parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui ont accès directement à ta présentation. Ah, mais je vais essayer de voir. Pouvez-vous ne pas cliquer sur la présentation? Comme ça va peut-être aider. Honnêtement, je pense que c'est que la dernière fois, c'était pour la présentation de manipulation. Donc, il y a comme du crossover qui se passe de quelque façon. Je pense que oui. Je ne sais pas si... Là, il y a trop de choses qui se passent. Ouais, c'est comme si... Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne plus toucher à rien. Il reste pas beaucoup de temps. Il reste 15 minutes. Donc, voyons voir. Ah, j'arrive plus à la présenter. Je ne sais pas si Paul est là. Oui, je suis là. Moi, à l'occasion, à mon écran, j'ai eu, et je n'ai pas cliqué dessus, demander le contrôle dans Teams. S'il y a quelqu'un qui clique sur demander le contrôle, bien, c'est toi, Natacha, je crois, qui perd le... Oui, est-ce que je peux demander aux gens de ne pas demander le contrôle, s'il vous plaît? Ça, c'est la seule façon que je peux voir. Ah! Et là, je le... OK. Alors, le lien a été présent. OK. Donc, le lien il est dans le chat. Ne pas cliquer dessus pour l'instant. Vous pourrez le faire à la toute fin, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux repartager ton écran? J'essaie, mais il y a quelqu'un qui reprend le contrôle. Ah, parfait. Je ne sais pas c'est qui l'a placé, là, mais je vois le début de ta présentation. Est-ce que c'est toi qui contrôle? Là, on revient. Bon, voilà. Donc, je vais demander à tout le monde de ne pas toucher à aucun bouton, s'il vous plaît. Donc, au niveau de la phase d'évaluation, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours en continu. C'est toujours en continu. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc, c'est de prendre justement, de donner vie et de prendre le pouls des gens à qui on trouve les solutions. Donc, les solutions sont pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est d'avoir une rétroaction finalement sur nos solutions. Donc, je ne sais pas si... Voilà. Oups, non, j'ai une... Je ne suis pas capable de... Bon, bref, cette diapo-là, qui est blanche présentement, je pense pour tout le monde, c'est vraiment des ressources que je vous donne. C'est des liens vers... Je pense que c'est trop important. Je pense que le lien est trop lourd. Il y en a un qui c'est la boîte d'outils de la pensée design, c'est-à-dire que c'est sur ideo.com. C'est Tim Brown. C'est la firme de consultation Tim Brown qui ont développé cette pensée design-là. Donc, ils offrent
la boîte à outils gratuitement. En français, vous choisissez la langue que vous voulez. Je pense qu'il y a à peu près 6 langues dans lesquelles vous pouvez la télécharger. Ah, vous le voyez, merci Mona. Donc, il y a 6. Cliquez pas sur les liens, s'il vous plaît. Il y a aussi il y a la boîte à outils, il y a le Cardboard Challenge qui est très intéressant. C'est des défis avec les boîtes de carton. Donc, à chaque année, à chaque 2-3 mois, il y a des défis. Et on peut l'instaurer dans un processus de démarche de pensée design. Donc, les élèves font du prototypage avec la boîte de carton. Ce sont des belles petites expériences qu'on peut faire avec les élèves, des belles activités. Oui, je vais vous donner le lien de la présentation. Tout à fait. Puis, il y a aussi le cadre 21 qui donne des certifications sur la pensée design, mais qui n'est pas nécessairement, puis là, je le dis en toute... qui n'est pas nécessairement spécifique à un degré ou à un cycle particulier. Donc, je l'ai mis pour votre information. Donc, ensuite, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? À part, oui, je vais mettre la présentation dans le chat. Je veux vraiment prendre le temps de... vous ne voyez pas les liens. Oui, je pense que c'est trop lourd. Il y en a un qui est très lourd, le lien, c'est-à-dire la boîte à outils. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'elle n'apparaît pas sur l'écran présentement, mais elle est dans la présentation PowerPoint. Vous allez pouvoir y aller. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aimerais bien prendre le temps je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé des exemples concrets. Je peux en donner d'autres si vous voulez, mais ça me prendrait vraiment à savoir si vous êtes intéressé à voir, je ne sais pas, quelles sont vos questions, vos commentaires? Où est la présentation PowerPoint? Je vais la mettre dans le chat. Est-ce que c'est d'avoir des exemples pour l'apprentissage en ligne? Oui, merci Linda. Très intéressant, Linda, comme question. C'est sûr qu'avec les petits de la maternelle en ligne, ça va être un petit peu plus difficile parce que ça nécessite beaucoup de lecture. Mais je vais mettre un lien à la toute fin. Je vais le faire parvenir peut-être à Paul. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le tableau interactif Miro, M-I-R-O. Je vais écrire ici. Ça s'appelle Miro, qui est ils ont toutes les étapes de la pensée design, okay? Et on peut travailler en ligne. Et je l'ai fait avec des élèves du Sénégal. Et ça a été absolument fantastique. Il y a des post-it, à chaque étape, il y a la carte d'empathie, il y a la carte de parcours, il y a l'idéation. Donc, le Miro est vraiment très intéressant comme outil numérique collaboratif pour travailler la pensée design. Les solutions doivent être quels sont les 2 mots? Les solutions doivent... Ah oui, la solution doit être ouverte sur les possibilités. C'est-à-dire que quand on trouve... Puis c'est itératif, hein? La solution doit être durable. C'est-à-dire pas une petite solution qui satisfait 2 personnes. Elle doit être une solution qui répond à l'ensemble des besoins, donc durabilité, et adaptée aux usagers, aux personnes concernées. Et très, très, très important. Négar? Ton microphone. J'aimerais savoir pourquoi ils ont nommé comme la carte d'empathie, parce que c'est quoi? Parce que l'empathie, c'est de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, la carte d'empathie, c'est pour empathiser, c'est-à-dire qu'on empathise sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend. On rend son affectif visible et on en prend compte. Parce que c'est sûr que si on s'intéresse à ce que toutes les dimensions d'un problème, que ce soit affectif, visuel, auditif, peu importe, parce que le problème, on peut le ressentir, on peut le vivre, on peut l'entendre. Tu sais, ça peut être le bruit aussi. Ah, il y a des enfants, moi, j'aime pas. Faites attention, si vous partez avec des problèmes ouverts, ils vont dire, j'aime pas le temps du repos. Ça, il faut faire attention quand on ouvre sur des problématiques avec les petits, ils vont trouver des choses qu'ils n'aiment pas, hein? Donc, mais si, par exemple, les élèves vous disent, ben moi, je trouve qu'on devrait remplacer le temps du repos, je ne veux plus le faire, ben de trouver la raison pour laquelle on a ce temps de repos-là. Pourquoi on le fait, avoir du repos? Donc, est-ce que c'est un problème ou c'est que tu ne veux juste pas le faire? Donc, il ne faut pas avoir, parce qu'il y a beaucoup de choses, moi, ça m'est arrivé, il y a des choses, je me disais, oups, je n'avais pas pensé à ça, mais donc, c'est très important d'être ouvert, toujours, à chaque étape, donner des choix. Si je peux faire une synthèse, la démarche de pensée design, c'est vraiment combien de temps il faut remplir la carte d'empathie? Combien de temps ça prend pour remplir la carte d'empathie?
Eh bien, ça dépend des élèves. Il faut prévoir, quand on fait chacune des phases, il faut prévoir un bon temps, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie avec les élèves où ils peuvent aller explorer partout. C'est sûr que ça vous demande de vous déplacer avec les élèves, que ce soit dans la cour de récréation, que ce soit à l'extérieur, si c'est pour aller voir le lac, il y a de la pollution, ils vont voir, on voit des déchets partout dans la cour de récréation. Bien, il faut aller explorer les déchets, il faut aller explorer. Le problème ouvert et le problème fermé. Le problème fermé, c'est qu'on le trouve pour les élèves. C'est-à-dire, à l'école, en général, même en sciences et technologies, je le vois souvent, on va dire, bon, on va faire un volcan. Il n'y a pas de problème. J'en vois pas un problème. Oui, on suscite un problème qui est déjà fermé parce qu'on sait la solution. Merci, Paul. On connaît déjà la solution. Un problème fermé, c'est on connaît déjà la solution. Un problème ouvert, on n'a pas de solution nécessairement adaptée à qui on veut trouver une solution. C'est-à-dire qu'on ouvre, on ne donne pas un problème. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, quand on fait le Ground Zero, des fois, j'avais soumis les étudiants, je leur ai dit le sac d'école idéal. Ça, c'est un problème fermé parce que je leur demande de trouver un sac d'école idéal. Tandis qu'un problème ouvert serait quelles sont les difficultés que vous éprouvez en tant qu'étudiant pour venir à l'université, par exemple. Ça serait un problème ouvert. Les paramètres sont complètement ouverts. Tandis que quand c'est fermé, c'est vraiment spécifique à une chose. Et malheureusement, à l'école, on trouve souvent qu'on on propose aux élèves des problèmes très fermés, malheureusement. Il y a quelqu'un qui a la main levée, je pense que son nom c'est B, invité, je ne sais pas. Excuse, mon nom c'est Belkacem. Voilà, c'est une question plus à M. Paul. C'est par rapport, parce que je n'ai pas accès au chat, donc je n'ai pas accès au formulaire pour la présence et tout. Donc, comment on va faire pour ça? Merci. Alors, il reste 6 minutes, en fait. Il y a une autre personne qui avait des... Est-ce que ça répond à ta question sur le problème ouvert et ceux qui sont fermés? Donner un exemple avec 3 étapes. Un exemple avec 3 étapes. Qu'est-ce que vous voulez dire, un exemple avec 3 étapes? Néga? Je voulais juste rapidement savoir si vous pourriez nous donner un exemple avec 3 étapes comme idée, réalisation et implantation. Ah, juste oui. Rapidement, si c'est possible. Désolée. Rapidement. Je vais vous donner un exemple de l'expérimentation qu'on a fait à l'université. J'étais avec des étudiants de l'université et ils ont trouvé des problèmes pour les étudiants qui restaient sur le campus l'été. C'est-à-dire que l'été, au campus de l'Université d'Ottawa, on n'avait pas réalisé qu'il y avait un problème. C'est qu'il n'y a pas d'endroit pour travailler à l'extérieur. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'endroit pour étudier à l'extérieur, pour aller se reposer à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'endroit, puis ce n'est pas intéressant, c'est du béton. Donc, au fur et à mesure qu'on allait sonder, ils sont allés voir les étudiants qui vivaient sur le campus l'été, ils sont allés poser des questions, puis on a découvert qu'il n'y avait pas d'endroit pour s'asseoir, premièrement. Ben oui, c'était du béton. Il n'y avait pas de fleurs, il n'y avait pas d'ombrage, il n'était pas couvert pour les intempéries, le soleil, le vent, la pluie, ainsi de suite. Et on sait très bien que être à l'extérieur est très important pour la santé. Donc, un étudiant qui vit en résidence sur le campus l'été, qui ne va pas dehors pour se rafraîchir ou travailler dehors, ben, la lumière naturelle et tout ça. Donc, ça affecte le bien-être. Donc, ils ont sondé, ils ont trouvé au niveau du prototypage, ils ont fait des maquettes. Je pourrais vous envoyer toutes ces images-là, mais ma thèse est dans les références. Vous pouvez aller voir ma thèse qui montre toutes les étapes de l'idéation. Puis, dans la boîte à outils, vous avez beaucoup d'exemples à chaque étape. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est en français dans toutes les langues. À chaque étape, vous avez des exemples concrets. Ça peut être l'aménagement de la salle de classe, ça peut être... Puis, ils vont aller sonder le terrain. Ensuite, ils vont mettre les éléments importants. Qu'est-ce que vous voulez dans la salle de classe? Est-ce qu'on veut des plantes? Est-ce qu'on veut des animaux, des poissons? Peu importe. Pourquoi on veut des poissons? Bien, la vie, c'est important. Les plantes, ça purifie l'air. Bref, et ainsi de suite. Donc, chaque étape, les élèves, on leur donne les outils et eux vont trouver des solutions. Mais aussi, comme j'ai parlé au Centre Franco, c'est très difficile de rassembler tout ça, de donner chaque étape des exemples, mais je donne des formations de 5 jours
de 5 jours sur la pensée design, puis on fait chaque étape concrètement avec différents outils. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Mais là, il fallait vraiment rassembler le tout, là, mais chaque étape est décortiquée, puis on donne des exemples, on donne des outils, comment on peut le faire, puis on le vit. C'est en le vivant, on fait vraiment, on le fait. Alors, je ne sais pas si un exemple pour le préscolaire aussi. Oui, comme je le disais tout à l'heure, un centre de réparation d'objets brisés. Comment aider le concierge à garder les salles de bain propres? On sait très bien qu'avec les petits, les salles de bain, les premières journées d'école, là, wow! Les salles de bain, c'est comme s'il y avait un ouragan qui est passé. Comment conserver l'eau? Comment utiliser l'eau dans la salle de classe et la conserver? Comment utiliser les pinceaux, organiser le salle, le centre d'art? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup de problématiques à l'école. Il y en a beaucoup. Les élèves vivent avec des problématiques, les petits surtout. Comment sensibiliser les plus grands à faire attention à nous sur la cour de récréation? Et les solutions peuvent être seulement des affiches aussi, des fois, de sensibilisation. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose d'énorme, la solution. C'est ça qu'il faut oublier. Une bonne solution n'est pas nécessairement quelque chose de super innovateur. C'est juste que ça fait du bien aux gens et ça remplit un besoin. Okay? Ce n'est pas obligé d'être un pont nécessairement. Ça peut être des campagnes de sensibilisation. C'est ce qu'on avait trouvé avec les élèves du Sénégal. C'était des campagnes de sensibilisation. On s'est aperçu, il reste juste 2 minutes, avec l'idéation qu'il y avait des problèmes d'eau sanitaire. Et les filles, pendant leur cycle menstruel, par exemple, n'allaient pas à l'école. Puis on n'aurait jamais su ça si on n'avait pas fait le processus de Party Design. Donc, je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions. Et avec mes élèves. Pour ma part, Mme Louis, je tiens sincèrement la formation tire à sa fin. Il est 10h29. Je tiens encore une fois à vous remercier de votre participation, d'avoir pris le temps de partager votre expertise avec nous. J'ai assisté à plusieurs minutes en basculant d'un atelier à l'autre. Et je suis convaincu que vous avez capté l'intérêt, malgré les petits défauts techniques, les petits pépins techniques, mais je tiens à vous remercier énormément. Aux participants, j'aimerais simplement vous dire que j'ai placé tantôt dans le clavardage un formulaire pour la rétroaction. Et puis, nous pourrons certainement vous partager ça, Mme Louis, un petit peu plus tard. Donc, déjà rendu 10h30, le temps file, c'est trop vite. Donc, je vous cède les derniers mots, mais merci encore une fois d'avoir partagé votre expertise. Merci à tous et à toutes. Comme je vous dis, je vais mettre tout de suite le lien vers la présentation. Est-ce que, Paul, est-ce que tu peux leur donner le lien vers la présentation ou c'est moi qui dois le faire? Attendez. Je vais essayer de voir si je peux partager. Ah, attendez. Je vais voir si je peux le partager d'ici. Attendez. Bon, ben, je vais le faire ici. Share. Et là, je pense que je peux le mettre sur le lien. Hein? Attendez, je ne sais pas si je peux cliquer ou je vais le faire de façon... Ce que je peux vous dire, je vais essayer de trouver la façon. Oh, c'est pas celui-là, désolé. On pourrait peut-être le placer au site, sur le site du Centre Franco pour pouvoir donner accès à tout le monde par la suite. Mais ce matin, j'y arrivais pas. J'étais capable d'ouvrir la documentation, mais je ne pouvais pas le coller malheureusement. Si vous êtes en mesure de le faire dans le clavardage, allez-y. Oui, attendez. Je vais essayer de voir si je suis capable de... J'arrive pas à le coller dessus. J'ai plus... Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'envoyer, puis vous allez pouvoir le mettre sur le site du Centre Franco. Oui? Excellent. Oui, probablement, oui. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon courriel. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je vous remercie pour votre participation. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à toute cette participation-là, mais vraiment un groupe fantastique. Merci beaucoup. Nous sommes allés jusqu'à 241 participants. Oh, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est bien. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci à tous.